Donc bonjour à tous. On a en effet organisé une table ronde. Alors comment est-ce qu'on a donc on a choisi cette thématique pour en fait faire le point sur où on en était dans la filière sur l'ETP et comment on pouvait envisager les années à venir en ETP. Pour cela, on a demandé à chacun des centres de référence de nous donner un de leurs centres de compétences qui avait un programme pour qu'ils viennent témoigner. Donc en fait, vous allez avoir en témoignage des présentations de programmes développés en province pour chacun des centres de référence. Donc Marvu, Isabelle Talon, Semavem, Pierre-Aurélien, non c'est ça, Pierre-Aurélien Peria, et pour Marep, Myrna Haddad de Marseille. Voilà. Et puis, nous avons mené, en partenariat avec les associations de patients, une enquête sur la perception de l'ETP par les patients. Là encore, sur toutes les associations. On est vraiment passé par les associations. Et c'est Mado Gilanton qui vous présentera les résultats de cette enquête. La table ronde est animée par Pascal Lafitte, qui est responsable d'une UTET en Haute-Garonne, qui est également formatrice ETP. C'est elle qui a formé les formations, qui a fait les formations à l'animation et à la coordination dans Neurosphinx. Elle est également secrétaire générale de la SED, Société européenne d'éducation thérapeutique. Et puis, elle a aussi plein d'autres casquettes, sûrement. Voilà. Ben voilà, je vous laisse pour cette table ronde. Merci Aline. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde, au public, et bienvenue à vous quatre pour faire ces présentations. Alors, juste une petite correction, c'est pas la Haute-Garonne. Pardon. Oh, ben oui. Les Hautes-Pyrénées, c'est Lourdes. Pardon. Attention. Donc, on va avoir le plaisir aujourd'hui de vous entendre tous les quatre, présenter en l'occurrence donc les trois programmes que vous développez dans les trois centres Strasbourg, Marseille et Lyon, bien sûr. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est 10 minutes chacun de présentation. Ce que l'on fera ensuite, c'est peut-être 20 minutes d'échange avec la salle et entre nous aussi sur certaines questions par rapport à ces trois programmes que vous allez nous présenter. Et puis, Mado, on vous laissera la parole pour présenter et analyser, l'analyse des résultats de l'enquête que vous avez réalisée auprès des patients, des parents et des patients. Et on fera pareil avec le public, 20 minutes de questions du public et puis 20 minutes de questions entre nous aussi éventuellement. Ça vous... Très bien. Donc, qui veut bien commencer? Isabelle? Allez, super. Ouais. Présentation PowerPoint. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Isabelle Talon, je suis chirurgien pédiatre à Strasbourg et on a mis en place en effet avec l'équipe strasbourgeoise un ETP pour le cathétérisme intermittent, voilà, qu'on a nommé CIKIDS pour cathétérisme intermittent des Kids de Strasbourg, tout simplement. Alors, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est la plaquette qui est offerte lors de la rencontre des patients au cours de leur suivi. Quand on envisage tout doucement qu'ils puissent bénéficier de cet ETP, on leur fournit cette plaquette, ce flyers, qui précise un petit peu ce que sera cet ETP. L'objectif, c'était vraiment la gestion des troubles des fonctions éliminatoires de l'enfant. Alors, c'est principalement les fonctions urinaires, mais on s'intéresse quand même aussi aux fonctions fécales avec l'usage du péristine, entre autres. Pourquoi on l'a mis en place? Parce qu'on n'avait rien, en fait. On n'a pas d'infirmière, en tout cas, moi, en chirurgie, j'avais pas d'infirmière qui soit spécialisée en sondage chez l'enfant. J'avais pas de temps, moi, pour pouvoir le faire. Elle non plus. Enfin, il y avait vraiment un vide sidéral. Et en fait, historiquement, nos patients, quand ils avaient besoin d'entrer dans un programme de cathétérisme intermittent, ils allaient au centre de rééducation, qui n'est pas sur le même endroit, qui est quand même très médical, qui est lourd de soins, et c'était quand même connoté soins invasifs. Donc ça ne me plaisait pas trop. Et donc on a eu l'idée de cet ETP pour pouvoir proposer quelque chose de plus intime et plus confortable, plus apaisant pour les familles. Et ça ne s'est fait et ça ne peut se faire que si on a des gens motivés autour de nous. Et j'ai eu cette chance avec, entre autres, Élodie qui m'accompagne.
parce que seul c'est impossible, et c'est clairement multitête et avec une vraie effervescence tous ensemble autour de ce projet. On s'intéresse aux patients de 0 à 18 ans et à leur famille, bien sûr. Donc, c'est un peu petit, je m'excuse, mais donc dans le verso de la plaquette, on décrit les différents ateliers. En fait, on a 7 ateliers qui sont pour tantôt individuels, tantôt collectifs, avec un premier atelier qui est vraiment une petite classe rigolote où il y a, ça s'appelle « Comment se forme le pipi et le caca », tout simplement. Et donc, on repart sur les bases où on va leur présenter. Il y a un petit jeu avec des perfusions et des tubulures qui a été fabriqué par le mari d'Élodie qui s'est mis à la tâche, où ils peuvent pomper pour gonfler des poches de perfusion et faire mimer le remplissage des reins par les urines. Puis ça descend par des tubulures dans une autre poche qui représente la vessie. Et on peut comme ça simuler la vidange vésicale, le reflux. Enfin, c'est hyper... Enfin, même moi, je m'amuse. Et donc, ça, c'est la première journée où on leur explique un petit peu comment se fabriquent les urines et puis le transit aussi de ce qu'on mange jusqu'à la fabrication des matières fécales avec des petits magnettes qu'on déplace sur un tube digestif. Il y a ensuite un atelier qui va plus aller vers le matériel de sondage où vraiment on leur montre on étale sur la table tous les sondages possibles et imaginables et puis tous les petits mannequins qu'on peut avoir qui permettent de montrer l'anatomie féminine ou masculine. Et là, l'idée, c'est plus que, voilà, ils jouent avec le matériel, on ne cherche pas à prendre le geste vraiment, on s'approprie le matériel, on s'approprie un petit peu l'anatomie de l'un et de l'autre. Et puis, alors on sépare les filles et les garçons. Hein. Et puis, on est vraiment là sur le stade très ludique, un peu comme les ateliers qu'ils peuvent avoir à l'école quand ils font les petits bricolages. Et ensuite, ils vont vraiment aller vers la mise en place, donc sur l'atelier 3, du matériel, enfin du sondage avec les règles. Et là, on est plus sur des séances soit en tout petit groupe, soit individuelles, où vraiment on va leur redire toutes les règles du bon sondage, la propreté, la préparation du matériel, la bonne méthode de sondage, la bonne méthode de retrait de la sonde, etc. Et le 4e atelier sera celui du « c'est moi qui fais ». Donc c'est là où on va les accompagner et voir les premiers sondages ensemble. Et on essaye généralement, alors ce TTP est jeune, hein, mais on progresse tous les ans, quand on peut, de faire venir à cette séance l'infirmière à domicile qui aura en charge le patient pour qu'elle puisse aussi faire connaissance avec cet enfant, voir avec lui en effet les sondages qu'il aura préférés et puis poursuivre, voir comment il s'est débrouillé pour pouvoir ensuite poursuivre à domicile avec lui et que nous on le revoie secondairement pour évaluer les choses. Et puis les 3 derniers, le 5e atelier, c'est pour la phase d'après, c'est les galères. C'est que maintenant qu'ils sont mis, il y a des galères qui commencent. Donc c'est pas de galères, je gère. Donc là, c'est plus des petits quiz avec des questions à thème, plein de questions sur des situations un petit peu difficiles en sport, des situations difficiles à l'école, des situations difficiles en voyage, etc., etc. Donc là, c'est plutôt des questions-réponses, à nouveau en groupe, où ils vont chercher ensemble comment on peut gérer les petits soucis du quotidien. Food Tricks, c'est l'atelier de la diététicienne où ils mangent tous ensemble un repas équilibré et ils discutent autour de tout ça. Donc là, ça se termine en crêpe partie quand même, donc c'est équilibré au début, mais un peu moins à la fin. Mais c'est plutôt vraiment, là on va se concentrer que sur pourquoi on insiste sur l'hydratation, pourquoi on insiste sur les fruits et légumes. Et puis le dernier, c'est un atelier plutôt individuel, et moi dans tout ça. C'est notre psychologue qui voit certains de ces patients qui sont peut-être en difficulté dans tout ce parcours. Voilà un petit peu. En tout, donc on a 4 à 5 groupes qu'on précise, nous, selon l'âge et selon le sexe. Et un peu, connaissant bien ces enfants, on arrive un petit peu à voir qui pourrait matcher avec qui. On essaie de faire en sorte qu'il y ait un petit groupe sympathique, amical qui se met en place entre les enfants. Et donc, on a en gros 4-5 groupes de patients, des tout petits, où là, on a vraiment les parents qui sont mis à part. Enfin, on joue avec les parents aussi. Les jeunes enfants, les préados et les ados qui vont vers une transition. On a grosso modo 38 patients à peu près. Et donc, comme je le disais, selon les ateliers, ça alterne des séances individuelles ou en groupe. Et on a fait une séance de parents seuls pour qu'ils puissent un peu vider leur sac par rapport à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. L'équipe, elle est là, donc de toute façon, c'est un vrai travail d'équipe et tout le monde est nécessaire et important. Et donc, la porteuse de projet, c'est Ariane Zalozic,
qui est mon prête-nom, parce qu'en fait, je n'ai pas abouti ma formation d'ETP, je n'aurais pas le dire, mais je n'ai pas eu le temps de l'aboutir. Et elle est là, donc c'est elle qui porte le projet. Sabine et Elodie, c'est mes deux warriors qui s'occupent de pratico-pratique, qui sont vraiment le noyau dur de cette ETP, puisque ce sont les infirmières qui gèrent les sondages. Audrey, notre diététicienne. Christiane, c'est ma secrétaire, sans qui je ne serais rien, qui bénévolement, enfin en plus de tout le reste, s'occupe de gérer tout ça et d'organiser tout ça avec beaucoup de bienveillance et d'énergie. Florence est ergothérapeute, ça, on est super content d'avoir, c'est un petit peu, c'est elle qui est venue vers nous en disant mais moi ça m'intéresse vachement, on dit nous aussi viens, et donc qui est là pour voir un petit peu en fonction des handicaps de chaque enfant comment organiser le sondage, l'hétérosondage ou l'autosondage, et puis Nathalie, notre psychologue. Les leviers qu'on a jugé nécessaires pour construire, c'est clairement l'équipe. S'il n'y a pas l'équipe, ça ne marche pas. S'il n'y a pas toutes ces âmes motivées, ce n'est pas possible. Ce qui aide, je pense, c'est que, comme vous l'aviez dit justement, il y a quelques années, l'ETP, c'était 3 minutes à la fin des diaporamas ou à la fin de réunions. Et puis maintenant, on sent bien que c'est un petit peu au cœur du sujet. Même dans nos institutions, on sent bien que d'avoir une UTEP, ça fait bien. Donc, ils sont moteurs pour pouvoir avoir une UTEP. Et c'est donc des éléments qui deviennent très aidants. La valorisation des compétences pour le personnel, je pense que ce qui serait chouette, et je le dis un peu après, c'est que ça devienne presque automatique, c'est-à-dire que ça ne soit pas une démarche peut-être du personnel, mais plutôt de l'encadrement, de dire formez-vous, pour justement réveiller certaines sensibilités qui pourraient être intéressées, mais qui ne connaissent peut-être pas forcément l'existence de tout ça. Les leviers, c'est que maintenant on sait que ça marche, ça en fait sa preuve, il n'y a plus besoin de le démontrer. Il y a la littérature scientifique et des revues spécialisées là-dedans qui montrent bien que c'est important et utile et qu'il faut pouvoir soutenir ces démarches. Et les patients, bien sûr, sont nos premiers leviers parce qu'ils ont une reconnaissance vis-à-vis de ça qui est sans fin. On a la chance d'avoir une belle unité de TP qui est ouverte il n'y a pas si longtemps, qui est gérée par une rhumatologue, Christelle Sordet, et puis deux infirmières et administratives, qui est vraiment un très bel endroit, avec, comme tous les UTEP j'imagine, mais avec une belle cuisine, une belle salle de jeu, des salles de classe, qui nous permet vraiment d'être dans un environnement qui n'a rien à voir avec les services dans lesquels ils ont l'habitude d'aller, qui est vraiment pas du tout... qui ne fait pas hôpital et qui vraiment les détache complètement du soin et fait qu'on est vraiment centré là-dessus et pas sur la maladie, le suivi des symptômes actuels ou à venir. Les freins, c'est que c'est une charge de travail en plus, c'est-à-dire que ça se rajoute au reste. Et le reste est déjà bien conséquent. Donc c'est vrai que c'est ça qui rend parfois un petit peu difficile l'organisation de nos séances. On aimerait pouvoir faire plus, mieux, mais ça se rajoute pour chacune d'entre nous à tout ce qu'on fait déjà par ailleurs. Donc c'est un peu difficile. Moi, le frein que j'ai trouvé fantastique, c'est le financement. C'est-à-dire que tant que je n'avais pas prouvé que ça marchait, je ne pouvais pas avoir du temps infirmier. Donc ça, j'ai trouvé que je ne savais pas trop comment répondre. Et puis, la coordination, c'est-à-dire que c'est toujours difficile. Encore une fois, on le fait tous parce qu'on a envie et qu'on aime, mais en plus du reste. Et donc, il faut trouver les moments qu'on a en commun pour pouvoir réunir tout ce petit monde. Et puis, bien sûr, nos patients et leurs familles qui ont eux-mêmes leurs contraintes. Et puis les démarches qui sont quand même d'une complexité sans fin. Mais ça, c'est franco-français, j'imagine. Et puis la traçabilité, elle est délicate aussi, je trouve. Voilà, je terminais juste sur le fait qu'on aurait aimé a posteriori, comme je disais, je pense que de former assez systématiquement le personnel pour que finalement on n'ait pas, une fois qu'on a eu l'idée, aller ensuite devoir former des gens pour être certifiés. Je pense que si tout le monde est déjà un petit peu formé, c'est plus simple à mettre en place. Que les démarches administratives soient facilitées, mais depuis l'UTEP, entre-temps, on a cette UTEP qui s'est structurée, et donc c'est nettement plus facile, je pense, maintenant. Et donc, il ne faut plus que ça soit considéré comme un plus, il faut que ça soit considéré comme partie intégrante du parcours du patient, mais ça, je pense que ça y est, on y est. Et j'aurais probablement souhaité avoir cet échange avant tout ça pour pouvoir m'inspirer des autres, mais je suis ravie de le faire aujourd'hui, et il n'est jamais trop tard, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. On pose des questions, Isabelle, en suivant, après la présentation des deux autres centres et des autres programmes. Bonjour à tous et à toutes.
Je suis ravie aussi de présenter aujourd'hui notre programme d'éducation thérapeutique sur les troubles sphinctériens d'origine malformative et neurologique. Et ce programme est porté par 2 centres. Aujourd'hui, je présente MAREP, mais c'est un programme pour les centres MAREP et MAVEM à Marseille. Donc, notre programme concerne les enfants à partir de l'âge de 6 ans qui ont un dysgraphie spinale ou maladie de Hirschsprung ou malformation anorectale. Et aussi les parents, parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans leur accompagnement. Ils visent spécifiquement les troubles sphinctériens. Ce programme a été financé au départ suite à un appel à projet par la DGOS et c'est via la filière Neurosphinx. C'est un financement pour créer des outils pour aider à commencer le programme. Ce n'est pas un financement pour du personnel. Il a été déclaré à l'ARS PACA en novembre 2021 et nous l'avons mis en œuvre pour le centre MAVEM depuis janvier 2022 et récemment en septembre 2024 pour le centre MAREP. Ça a avancé rapidement, je pense. Ah oui, il y a beaucoup de... Ouais, je pense... Pas grave, parce que c'était dans mes leviers, mais... Ce programme, nous l'avons imaginé comme un parcours évolutif d'éducation thérapeutique avec différents programmes sur différentes étapes clés du développement du patient. Donc, il a été construit en se basant sur l'identification des manques et des besoins des familles et des patients, d'une part, et le développement psychomoteur du patient, d'autre part. Et nous sommes aussi appuyés sur les stades évolutifs cognitifs de Piaget pour pouvoir adapter le contenu des séances et les supports à la capacité de compréhension des enfants. En premier, autour de l'annonce, donc, on a un programme qui est dédié aux parents avec 3 ateliers. Le café parent qui permet, c'est un espace de parole et d'échange entre les parents qui est encadré par une psychologue et qui permet de parler et des difficultés et tout ce qui est autour de l'annonce sur une maladie chronique et leurs expériences après cette annonce. La parenthèse, je suis désolée, mais ce n'est pas la bonne présentation. Je suis désolée parce que j'avais mis pas mal d'outils. Est-ce qu'on peut la mettre sur une clé USB? Après, je peux le dire parce que je voulais montrer des outils, mais c'est dommage. J'ai ma clé USB à la rigueur. Ça va retarder peut-être, mais... À la rigueur, ouais. Il faut aller ETP, je suis désolée, ETP, communication, ETP, dossier ETP. Je vais l'avancer. Donc, le café parent, on avait dit, c'était le premier atelier parent. Je suis désolée, ça va retarder un petit peu. Donc, ça permet donc sur un photolangage d'exprimer les émotions des parents. La parenthèse, c'est un atelier qui est animé par nos infirmières et qui permet d'expliquer à la famille la pathologie, les implications médicales et les conséquences à long terme chez les enfants sur un diaporama.
Et le troisième atelier, c'est repérer les infections urinaires, permettre aux parents de reconnaître les signes précoces des infections urinaires sur une planche aimantée qui vont trier les signes et sur une ronde de décision pour connaître les démarches à suivre. Après la rentrée, donc à partir de 6 ans, on a les ateliers, les programmes pour les enfants qu'on a intitulé « Mieux vivre avec ma maladie ». Et il y a 5 ateliers en fonction qu'on adapte en fonction de la pathologie et du groupe d'âge. Donc, premier atelier, Vive la rentrée, qui permet d'organiser ces soins sur une journée d'école, sur une frise chronologique. Un deuxième atelier, Tout sur mon pipi, animé par l'infirmière qui va y expliquer à l'enfant le fonctionnement de l'appareil urinaire sur un imagier aimanté en puzzle. Et chez les plus grands, on va utiliser le jeu de loi qui est sur le thème de cathétérisme intermittent. Les infections urinaires, c'est comme pour les parents, donc c'est les mêmes choses, mais adaptées au langage de l'enfant. À table, c'est l'atelier pour la diète, animé par une autre diététicienne, et ça va expliquer à l'enfant comment identifier les aliments qui sont bons pour son transit sur une pyramide alimentaire. Pourquoi et quand faire caca? C'est le fonctionnement de l'appareil digestif, pareil sur un imagier aimanté qui est très apprécié par les enfants. Et par la suite, à partir donc du stade formel, donc l'âge de l'adolescence, nous avons le parcours adolescent de transition qu'on a intitulé Un coup de main pour demain. Et sur ce parcours, on a 5 modules, sur un module par année, donc de 14 à 18 ans. Ma transition, c'est quoi? C'est le premier module qui va permettre aux patients, aux jeunes adolescents, de comprendre un peu les enjeux de la transition, de faire la différence entre la prise en charge des soins pédiatriques et les soins adultes. Et ceci, on utilise aussi les cartes de force, le photolanguage. Le deuxième module, donc l'année d'après, c'est mes projets de vie, qui va permettre de parler, de se projeter dans l'avenir. Et sur cet atelier, nous avons des témoignages de patients adultes qui ont la même maladie, et ceci selon un guide d'entretien qui est préétabli avec ces patients adultes. Mon intimité, ma sexualité, mes relations, donc c'est comme le nom indique, c'est un espace de parole et d'échange qui permet aux jeunes ados d'exprimer tous les sujets intimes sans jugement, et on va créer un lexique commun sur la sexualité. Et on utilise le jeu No Tabou. Gestion, donc vers 17 ans, on a les gestions des démarches médicales et administratives. C'est pour essayer que le futur adulte puisse comprendre ses droits. Et là, c'est une assistante sociale qui va nous rejoindre dans l'équipe, qui est en train de créer cet atelier. Donc, on ne l'a pas encore commencé. Et le dernier atelier, module à 18 ans, donc au moment du transfert. C'est le transfert, comment ça se passe. Ça permet aux jeunes futurs adultes ou jeunes adultes de se mettre bien dans se présenter de façon sereine aux premiers rendez-vous chez l'adulte. Donc, on va lui expliquer sur une vidéo qui est en cours de réalisation le fonctionnement des services adultes. On présente les lieux, les soignants et les médecins. En complément de tous ces programmes collectifs, nous avons les ateliers individuels. Ce sont des ateliers d'autogestion de soins. Au départ pour les parents, puis après pour l'enfant quand il sera plus autonome. Donc, c'est les apprentissages des cathétérismes intermittents, les péristines, le nursing. Je ne vais pas entrer dans tout ça parce que les outils, ce seront comme pour toutes les équipes utilisent les mêmes outils. Ce qui est simplement spécifique pour notre programme, on a créé un nouvel atelier autour du Mitro. Nous avons conçu, on a conçu un buste démonstratif du Mitrofanov qui va permettre d'expliquer la chirurgie en amont
c'est quoi le Mitrofanov, où ça va se mettre l'orifice du Mitrofanov sur le ventre du patient. Et ça permet aussi d'éduquer au cathétérisme dans ce conduit et à apprendre aussi les lavages vésicaux, et ça va être visuel, plus ludique. Très bien apprécié aussi, on l'a déjà essayé, on a des bons retours. Les leviers de notre programme, donc comme on a dit, il est financé, et merci Neurosphinx, parce qu'on a pu créer tous ces nouveaux outils qui n'existaient pas sur le marché. Et en plus donc, de ce financement, on a une équipe, même si elle n'est pas financée spécifiquement pour l'ETP, on a une équipe très motivée. Nous avons des salles dédiées. Donc, chez les enfants, on a aménagé une salle dans notre service. Et chez les adultes, pour les ados, on a au sein de l'hôpital l'appart. C'est un espace de transition, un vrai appart. Et on fait aussi les ETP dedans. Et nous avons bien sûr le soutien des associations. Ils sont en train de nous aider aussi pour recruter des jeunes adultes pour animer le témoignage. Et le travail en collaboration, ça on n'oublie pas, avec tous les soignants qui sont engagés dans le parcours de soins de nos patients, en ville, à l'hôpital et en ville, adultes et pédiatriques. Et les barrières, on a bien sûr les freins, surtout les difficultés à mobiliser les patients pour venir aux séances. On n'a pas l'équipe dédiée spécifiquement à l'ETP, donc ça lui fait plus de charge de travail, manque de temps. Et la charge administrative pour moi qui est pas mal lourde. Les actions qu'on a pu faire, c'est qu'on a fait des rencontres. Maintenant, on va faire des rencontres à l'extérieur de l'hôpital. On a trouvé un endroit, ça s'appelle Saint-Sap, pas très loin de l'hôpital, qui font des jeux, un peu des défis avec les 5 sens. Et ça fait créer des liens entre les ados. Et comme ça, ils se font des groupes et on peut les refaire venir pour les autres ateliers. Et on communique pas mal maintenant, on a des flyers, on distribue lors des consultations, on a fixé même des dates pour que les patients prennent le rendez-vous en fonction de leur emploi de temps. Merci de votre attention et pour toute l'équipe. Désolée. Oui, mais si ça marche pas, c'est pas très... Si, ça marche. Ça marche ? Alors si on peut mettre le PowerPoint, parce que je crois qu'elle est dans le PowerPoint en fait là. Vous n'avez pas de PowerPoint? Ah. C'est encore plus grave. Peut-être qu'en attendant... Pardon. En attendant que Pierre-Aurélien revienne avec un PowerPoint, et on lui souhaite, peut-être des premières impressions. En tout cas, merci mesdames de vos présentations, de vos 2 présentations. Et alors, peut-être on peut commencer par quelques questions de la salle, si vous souhaitez poser des questions à Isabelle et à Myrna. Oui. Pardon, j'arrive. Bonjour, plateforme Lorraine Affection Rare de Nancy. Donc, j'ai une question pour notre collègue de Strasbourg pour l'ETP. Donc, vous travaillez également avec l'UTEP. On a également cette unité au sein du CHU. Ma question se portait sur le financement de l'ETP. C'est quelque chose qui a été financé en partie par la filière ou vous l'avez demandé à l'ARS Grand Est? On a demandé à l'ARS Grand Est et actuellement, nos séances sont cotées en hospitalisation ambulatoire intermédiaire, tarif intermédiaire. Merci Isabelle. Peut-être une... Oui, monsieur. À l'algonémie, Marvi, donc j'ai juste 2 commentaires ou questions pour Isabelle, pour le Strasbourg, pour la difficulté. Moi, je pense que quand nous, on a commencé, il faut toujours mettre l'administration dans le coup dès le départ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépendre seulement à le financement ETP, mais comme vous voyez que l'apprentissage de sondage et tout ça, ça réduit de façon significative la durée de hospitalisation. Donc, vous pouvez détacher des infirmières de service, fermer vos lits et aller aux soins externes. Et c'est ça qu'on a fait depuis des années.
Et je pense que ça, c'est très important de garder toujours le budget OTP ou le budget de centre de référence quand même pour vraiment ce que l'hôpital ne peut pas payer. Donc ça, c'est important et l'administration soutient énormément le projet parce qu'il y a vraiment une réduction des infirmières de nuit dans ces cas-là. Pour Marseille, je défends ma maison, c'est-à-dire Marvu. Alors comment ça se fait que la Timone, qui est vraiment l'origine de toute l'éducation thérapeutique pour les malformations urinaires, ils ne sont pas inclus dans l'ETP? Pour quelle raison? Parce que quand même, moi j'ai appris le cathétérisme intermittent à Marseille, hein, il y a 40 ans. Oui, c'est vrai. Mais l'éducation individuelle, elle est pour tous nos patients. On ne sépare pas. Après, par rapport au financement, on a créé, parce qu'on a les centres de référence MAREP et MAVEM, on a créé ce programme par rapport à ce financement. Après, Marvu, des patients de Marvu qui ont des troubles urinaires et qui ont besoin d'éducation au cathétérisme intermittent, on ne va pas les exclure. Mais ils ne seront pas comptés sur l'UTEP, comme quoi on leur a fait leur éducation. Mais c'est la même équipe qui s'occupe aussi de l'éducation de nos patients. Je pense que c'est ça qu'il faut modifier, parce que chez nous, on a commencé avant même d'être labellisé Marvu. Oui. On a commencé le ETP qu'on n'était pas labellisé du tout. Oui, mais après, la labellisation Marvu ou MAREP ou CMAVEM, c'est pas du tout en rapport avec la labellisation de l'ARS. L'ARS, c'est votre centre d'éducation thérapeutique. Il faut mettre vraiment, parce que c'est le grand intérêt de cette filière, c'est l'incontinence. Vraiment, c'est un des sujets très importants qui regroupe tous les centres de référence de la filière. Donc je pense qu'il ne faut pas le mettre bloqué en CMAVEM, MAEP, et c'est tout. Non, c'est l'incontinence ou les sphincters, et après, vous rajoutez tous les malades, parce que vous pouvez rajouter les malades d'incontinence urinaire dedans. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. Mais je peux répondre un peu, parce que ce que vous dites, c'est le cas idéal, parfait. C'est ce qu'on essaye de faire, sur les deux patients, les deux groupes les deux centres. Ça nous crée des groupes assez au niveau pour pouvoir les répartir sur des séances, créer des ateliers, des rendez-vous. Il faut vraiment à ce moment-là une équipe dédiée à l'ETP, que à l'ETP. Et on peut pas, on fait tout ça, mais ça veut dire les ateliers collectifs, on peut pas faire pour tout le monde parce que ça nous fait vraiment une grande charge de travail. Alors que l'éducation aux soins, les ateliers individuels, ils sont faits, mais on les compte pas dans notre compte pour le BDUTEP, pour l'ARS, pour être financé dessus. Mais tout le reste, c'est tout ce que j'ai fait en individuel, on le fait pour quand on fait un Mitrofanov, c'est pas systématiquement un patient qui a un dysgraphisme. Donc on lui fait l'éducation au Mitrofanov. C'est automatique. Mais on le met pas dans un groupe avec d'autres patients pour lui parler de son extrophie vésicale. On n'est pas allé jusqu'à l'extrophie vésicale ou jusqu'à un patient qui a une oncoprésie d'origine fonctionnelle, mais qui n'a pas... On ne va pas le mettre avec un patient qui a une maladie une malformation anorectale. C'est simplement ça. Mais on les éduque. Nos infirmières éduquent aux péricines, éduquent aux sondages sans problème. C'est pareil comme tout le monde. Mais on ne les compte pas dans le programme parce que en fin d'année, il faut faire l'évaluation annuelle. Ça fait une charge énorme, surtout pour un centre comme Marseille. Là, on parle de notre programme. J'ai noté qu'il est déclaré à l'ARS depuis 2021, mais moi, je suis depuis 25 ans à la Timone. L'éducation thérapeutique, on était bien dedans, en individuel, et pour tous nos patients. Mais on m'a demandé, donc on parle du programme en lui-même, suite à ma formation par Madame Lafitte et via la Neurosphinx.
Pour le financement, juste pour être bien clair, pour le financement, l'appel à projet des GOS qui va peut-être être reconduit, on ne sait pas pour l'instant, visait à vous aider à impulser des programmes ou à créer des outils. En rien, c'était fait pour financer des programmes, puisque les programmes, mais Pascal, tu connais ça 1000 fois mieux que moi, sont financés par l'ARS. Et je pense que vous auriez tout intérêt à déclarer, nous on déclare le maximum. On a des files actives, on a 2 programmes, 300, on déclare 600. On ne voit pas 1 centime qui va à l'UTET. Ça, c'est un autre sujet de discussion. Mais je pense qu'on a tout intérêt à déclarer même les individuels qu'on fait. Enfin, je pense, pour être financé. Et ce que dit Ala, c'est que, si j'ai bien compris, effectivement, quand on utilise du personnel, peu importe, en fait, c'est du personnel payé par l'AP ou du centre de référence, mais il fait de l'éducation thérapeutique, en fait. Donc, il faut le déclarer. Enfin, je pense qu'il faut y aller à fond, quoi. Même si on reçoit rien pour l'instant, c'est un autre sujet. Ça va dans les caisses de l'UTET. Les locaux sont magnifiques, d'ailleurs. Mais au bout de 10 ans, 15 ans de TP, on se lasse un peu de voir les jolis locaux. Mais je pense qu'il faut y aller à fond, quoi. Et déclarer au max. Enfin, c'est un conseil, je pense. En fait, déclarer, déjà, pour le financement, il faut faire un programme. Un programme, c'est pas un atelier. C'est faire un BEP, c'est faire au moins 2 à 3 séances et une évaluation. Et donc, un patient qui vient pour... Soit on va trouver des astuces, ça peut-être vous allez m'apprendre. Si on va être honnête, on ne fait pas chaque fois 3 ateliers ou 2 ateliers pour être financé au max. Et c'est ça qui fait que les éducations individuelles, ça passe à la... même pour nos dystraphismes, on les déclare, ou pour les MAREP, on les déclare comme éducation, atelier individuel. Et finalement, celui-là, il est passé d'une année à l'autre, il a fait le 2e atelier. Les ateliers d'ados, d'une année à l'autre, on n'est payé pas grand-chose. Vous voyez, c'est ça. Il faut qu'on trouve des astuces pour que l'ARS nous paye un peu plus par rapport aux ateliers, parce qu'ils prennent pas mal de temps. Ouais. Merci beaucoup, Myrna, pour les réponses. Peut-être, Pierre-Olivier, on va vous écouter. Pas de souci, et désolé. puis on continuera les questions en suivant, si vous le souhaitez. Petit contretemps technique. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Pierre-Aurélien Beuria. Je suis un des jeunes neurochirurgiens pédiatres de l'équipe de Lyon. Et donc, je vais vous présenter notre programme qui s'appelle « Comprendre et mieux vivre avec une malformation » de Chiari, dont je suis le coordinateur. Donc ce programme a été construit en collaboration du coup avec APZ et est fait pour les enfants de l'âge. On a deux grands groupes d'âge, les 5, 6, 7 on va dire, et puis les jeunes ados, avec 2 séances qui sont faites sur la même journée. C'est toutes des séances collectives. Donc c'est pour des enfants qui ont une malformation de Chiari, qui ont été opérés ou pas. Alors pour le moment, c'est vrai que on a commencé avec des enfants qui ont été opérés. Je pense que les freins pour nous c'est les mêmes. J'ai pas fait de diapo sur les freins, mais c'est aussi l'organisation et le temps. Donc on a commencé par des enfants qui ont été opérés, mais je pense qu'effectivement, et c'est le but un petit peu de ce programme, c'est d'en faire bénéficier aussi à des enfants qui n'ont pas été opérés, qui en auraient aussi probablement besoin pour un certain nombre. Donc, globalement, il y a 2 séances. Une séance le matin qui est assurée donc, soit par moi, soit par une de nos infirmières qui est formée, où on va finalement prendre le temps de leur expliquer ce qu'est une malformation de Chiari. Alors on adapte bien sûr le discours à l'âge des enfants, et donc aussi on a des super beaux locaux avec un grand écran où on peut dessiner, où les enfants aussi peuvent dessiner. Donc on y va étape par étape. Globalement, on parle du cerveau, on parle du cervelet, on parle de la moelle épinière, on parle un petit peu de l'anatomie normale, et puis de ce qui est les différences anatomiques entre la norme dite et puis la malformation de Chiari.
Donc on a des donc voilà, donc les enfants, une fois qu'on a fait ça, on prend à peu près 1h30, 1h45. Alors chez les plus grands, on peut faire un peu plus long, mais chez les plus petits, déjà 1h, 1h15, c'est difficile. Donc ils peuvent redessiner. Et puis donc ça c'est à droite, c'est les photos du matériel que moi j'avais moi, qu'on m'a offert à moi quand je suis devenu neurochirurgien. Donc je mets à profit mes cerveaux que j'avais eu comme cadeau quand je suis devenu neurochirurgien. En tout cas, ils adorent. Hein, c'est des puzzles de cerveau qui peuvent démonter. C'est en plastique, donc c'est pas fragile. Et en général, c'est assez sympa. Donc voilà, c'est dans la bonne ambiance toujours. On essaye de faire des groupes. Alors pour les petits, on fait 4, 5. Pour les grands, on peut faire plus, on peut faire 6, mais globalement, au-delà, ça devient un petit peu difficile. Et puis, la deuxième séance, c'est une séance qui est animée par notre neuropsychologue, qui est plus sur, finalement, le côté émotionnel de vivre avec une malformation chronique. Où elle utilise des BD, des jeux et de la pâte à modeler aussi à la fin pour les faire s'exprimer. Donc voilà, ça c'est un petit jeu de cartes. Donc là c'est Isabelle Verlut qui est notre neuropsychologue. À gauche aussi on voit c'est Sonia Garnouche qui est notre coordinatrice pour le centre. Et puis j'ai pas cité notre infirmière qui est Sophie qui fait aussi la matinée avec moi. Donc voilà, donc là c'est des petits jeux qui ont été, alors c'est des jeux qu'on a achetés effectivement avec l'argent de la filière, hein. Donc merci aussi. Et puis, donc voilà, il y a un tas d'activités qui ont été développées pour exprimer leurs sentiments et leurs émotions, on va dire. Et c'est assez, en fait, c'est toujours étonnant de voir des enfants qui parlent de tout ça. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'ils nous étonnent tous les jours. Et ils repartent avec leur petite création de la journée. Donc pareil, on a les flyers. Alors, dans les freins, je pense que c'est la communication du programme aussi qui est difficile. La dernière séance a dû être annulée parce qu'on devait avoir 6 petits bonhommes et petites jeunes filles qui viennent. Et puis, en fait, on a eu des annulations. Et puis, c'est vrai que mobiliser pour une journée un médecin, une infirmière, une coordinatrice, une neuropsychologue, à la fin, on s'est retrouvé avec 2 patients. Et donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, on a annulé la séance, mais 48 heures avant. Bien sûr, les 2 personnes qui s'étaient organisées avec des parents qui viennent de loin, qui avaient posé des jours de congé et tout ça, on s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vrai que c'était extrêmement compliqué de mobiliser tout ce personnel. Finalement, on était 4 professionnels pour 2 enfants. On peut discuter de ça, hein, de savoir. Alors, la prochaine fois, on s'est dit que même si ça arrivait, on maintiendrait quand même notre journée parce que en fait, on a vu une grande déception pour les parents des enfants qui devaient venir, qu'on a reprogrammé parce que cette fois-ci, on avait déjà la date de la prochaine, donc on a tout de suite reprogrammé pour les prévenir à l'avance. Mais je pense qu'on peut discuter. Et la prochaine fois, nous, on s'est dit qu'en tout cas, parce qu'on a, en fait, on a été un peu, ça nous a fait mal au cœur le discours des parents, disant, franchement, le gamin, il était vraiment motivé, nous aussi. Donc on a dit qu'on la prochaine fois, on n'annulerait pas, mais bon, c'est quand même un petit peu aussi compliqué. Donc voilà, bon, ça c'est notre petite plaquette. Je passe la communication via le site des hospices, de la filière. On a une adresse mail aussi du centre de référence. Et puis ça c'est donc je suis assez content parce qu'on a réussi, j'ai réussi à vous l'amener. On me l'a amené avant-hier. Donc on travaille avec le service d'impression 3D des hospices civils de Lyon. Et donc on a segmenté un crâne normal et une IRM et un scanner fusionné. Enfin bon, voilà, c'est des détails techniques. Hein, je vous ai mis un petit peu les différentes étapes pour pouvoir avoir du coup entre guillemets un jouet de plus. Donc on a fait ça. Je pourrais vous le faire passer. Donc ça c'est celui
avec le Chiari, qui est donc du coup celui du milieu. On va en imprimer aussi un sein pour qu'ils voient effectivement, parce que c'est bien des dessins. Quand je dessine, alors je dessine très mal pour un chirurgien, je suis pas du tout anatomiste, donc je dessine très très mal, mais ça va, c'est des enfants, donc en général ils reconnaissent quand même ce que je dessine. Mais du coup, donc bien sûr, ça c'est fait pour l'ETP, mais du coup on va aussi se le faire imprimer pour tous les bureaux de consultation, parce que je pense qu'effectivement c'est bien ceux qui peuvent participer au programme d'ETP, mais c'est pas tous. Donc quand on voit les patients en consultation, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, si vous en voulez un, vous me dites. Et puis globalement, le service d'impression 3D des HL, je suis sûr qu'ils peuvent vous en imprimer un aussi. Donc bon, là il y a la petite vidéo. Oui, vous pouvez lancer. Bon, globalement, vous l'avez là. Il est là. Je pourrais vous le faire passer. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était le service d'impression 3D qui m'avait fait une petite vidéo. C'est pas grave, vous embêtez pas. Il est là, vous pourrez. Donc, on l'a fait avec des petits aimants. Et même ce qu'on réfléchissait, c'est de faire parce que là, du coup, les deux côtés, il y a un Chiari. Et du coup, on réfléchissait, mais normalement, enfin, je pense que normalement, on a segmenté le crâne pour le sein et le pathologique. Avec la même taille de crâne. Et donc l'idée c'était effectivement de faire en fait un côté sain, un côté pathologique, et donc du coup quand ils ouvrent de pouvoir avoir le côté malformatif et le côté sain en même temps. Vous embêtez pas, c'est vraiment pas grave. Donc voilà un petit peu les projets. Nous, ah bah voilà, c'est en route. Notre programme n'est dédié qu'aux enfants. Pourquoi ? Parce qu'initialement, l'ARS Rhône-Alpes, du coup, n'acceptait pas les séances pour les parents. Alors en fait, du coup, on fait toujours des séances pour les parents, puisque du coup, à la fin, il y a toujours un débriefing qui dure... en fait, en général, au moins 45 minutes avec les parents, où finalement, on reprend tout ce qu'on a fait pendant la journée avec eux, où on leur remonte les dessins. Les gamins, d'ailleurs, du coup, vont au tableau, redessinent, ils disent « Ah, le cervelet », donc on est très contents. On en fait des futurs anatomistes. Donc, c'est super sympa. Voilà, donc, comme tout le monde, je pense qu'on est convaincus, et on n'a plus personne à convaincre de l'efficacité et de l'utilité de ces programmes. Ça, on est assez content effectivement de ce que les hospices ont pu nous aider, hein, parce que du coup, c'est aussi financé par la filière, mais du coup, ils nous ont quand même bien aidé dans l'accompagnement de la segmentation et tout ça, parce qu'il faut quand même des petites qualités techniques en informatique que du coup, nous, on n'a pas. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup, et si vous voulez, je peux vous faire passer. Merci Pierre-Aurélien. Écoutez, on a un peu perdu du temps. Ça peut arriver, c'est pas très grave. On va se donner quand même 10 minutes pour poser les questions. Donc si voilà, quelqu'un veut poser les questions. Bonjour, Carole Chavel, présidente de l'AFMA, Association francophone de la maladie de Hirschsprung. Comme on est sur des pathologies rares, ma question c'est... comment le formuler pourquoi ne pas faire des programmes pour plusieurs CHU ou centres, et pourquoi rester sur sa cohorte de patients? Là, bon, typiquement, l'exemple, je comprends très bien, hein, 2 patients inscrits pour 4 professionnels mobilisés, c'est triste, enfin, c'est frustrant. Ou ce que vous évoquiez tout à l'heure, des gens qui ne viennent pas du tout. Et à l'inverse, moi, j'ai des parents qui demandent tous les jours. Et je leur dis, il n'y a rien sur votre région. Alors, du coup, je réponds pour nous. Nous, c'est ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on communique, c'est-à-dire que, globalement, un petit Lillois, s'il a envie de venir à Lyon pour faire le TP, on va, bien sûr, même si on ne le connaît pas et qu'on ne le suit pas, il va pouvoir venir faire le TP. Et inversement, en fait, le programme, il est ouvert à tous, c'est-à-dire que si les gens de Rennes, de Tours, d'Amiens, de la Guadeloupe, ils veulent... tous les documents qu'on a envoyés à l'ARS Rhône-Alpes pour faire exactement le même programme, et ben c'est avec grand plaisir qu'on leur donne, parce que c'est quand même assez chronophage. Et donc si on peut aider les copains pour qu'ils puissent faire ça, il n'y a pas de souci. C'était pas tout à fait ma question. C'était plus d'accepter
de recevoir des patients qui viennent de Rennes, par exemple? Alors ça, c'est ce que je disais. Si quelqu'un de Rennes a connaissance de notre programme et qui nous demande est-ce que je peux venir faire le programme à Lyon, c'est pas de problème. Oui, ça, je pense que c'est pas partout comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Après, il faut déjà que ceux de la région lyonnaise, les parents, des fois, c'est difficile de les motiver typiquement là pour qu'ils viennent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens de Lille qui vont faire 8 heures de train pour venir, mais bon. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, nous, c'est ouvert. Ouais. C'est tout frais dans ma tête parce qu'on a fait le rapport d'activité il y a 15 jours avec Aline. On a déclaré 20% de personnes qui viennent de province pour nous, notre programme, par exemple. Donc, il est ouvert à tous, mais l'éducation thérapeutique repose sur un bilan éducatif partagé et un diagnostic éducatif. Personnellement, je ne me vois pas faire d'éducation thérapeutique avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu et je ne sais pas d'où il vient. C'est mon avis, hein. Je le partage. On va vers des programmes nationaux, on va peut-être en parler. Personnellement, je suis contre. Je ne me vois pas. Ce n'est pas un cours magistral. Ce n'est pas je fais cours. C'est je suis dans l'échange avec une personne que j'ai au moins diagnostiquée sur ses besoins, sur là où il en est, sur de quoi il a besoin et comment je peux l'aider à sa mesure. Et je pense que nous, on est ouverts aussi. Je pense qu'on est tous dans ce partage-là. Mais méfiance à vouloir trop bien faire et ouvrir. D'abord, nous, on n'a pas l'énergie. C'est du soirée-week-end parce qu'on s'adapte aux horaires des patients. C'est des annulations. Nous, c'est notre quotidien. On devait faire la cuisine mercredi. On a tout annulé. On avait réservé l'atelier cuisine et tout. Mais je pense qu'il faut rester dans la démarche éducative. Et Pascal, tu connais ça encore 1000 fois mieux que moi. Et on n'est pas dans la formation. Ça, on peut le faire aussi. Il faudra nous donner du temps et des moyens. Mais il faut rester, je pense, dans la démarche éducative. En tout cas, c'est mon avis. Mais on est ouvert. Mais aux patients, nous, qu'on suit. Jamais. Et on est extrêmement contactés parce que c'est en ligne maintenant, nos programmes. Et Aline pourra le dire. On a un logiciel qui s'appelle Cartep. Qui ouvre à tous et on est contacté en permanence par des gens qui disent « Ah, c'est sympa votre atelier, on aimerait bien venir. » Oui, mais on ne vous connaît pas en fait. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Comment on va vous... Vous voyez, la démarche éducative, c'est une démarche très particulière en fait. Après, finalement, moi, je fais les enfants que je vois, c'est pas forcément moi qui les suis ou qui les ai opérés. Et donc finalement, le petit Jacques qui a été opéré par quelqu'un de mon équipe que moi j'ai jamais vu, finalement qu'il soit lyonnais que j'ai jamais vu ou qu'il vienne de Rennes et que je l'ai jamais vu, comme il y a un bilan initial individuel, en tout cas la façon dont nous c'est construit. Oui, mais le bilan il a été fait au niveau de l'équipe. Là on parle de gens qui viennent à ton atelier sans bilan. Ah mais non, mais c'est pas possible parce que c'est voilà. Du coup dans le... C'est pour ça, quand c'est dans une même équipe, on a une communication. Non, mais nous, on fait un bilan spécifique. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est... Oui, mais du coup, le petit Rennois, je sais pas, qui dit « je veux venir à Lyon pour faire le TP qui arrive ». Et ben du coup, OK, il va avoir son bilan d'éducation. Justement, la question actuellement qui se pose, c'est de faire venir des gens qui n'ont pas eu le bilan par toi. Oui, mais du coup, on peut pas le valider en tant que parcours ETP, alors. On est d'accord. Donc là, pour cela, effectivement, ils auront le bilan, les séances et du coup, le bilan post. Mais... Donc on est d'accord que si jamais il n'y a qu'un centre qui fait et qu'on se retrouve avec 500 demandes, ça va être juste impossible. C'est ce qui va se produire. En tout cas, à l'heure actuelle, ça sera impossible. C'est ce qui est en train de nous arriver. Voilà. On est submergé de demandes de gens qui veulent venir à tout atelier sympa un après-midi. C'est la rançon de la gloire, mais... Non. C'est la rançon d'une mauvaise information. C'est non seulement une mauvaise information, mais ça peut également être, entre nous, une mauvaise communication. Parce que pourquoi ne pourrait-on pas être un peu plus ouvert entre équipes et que, par exemple, un patient de Rennes où il n'y a pas, je dis Rennes, enfin bon, peu importe, où il n'y a pas de TP. Voilà, c'est loin de Lyon, ouais. Où il n'y a pas de TP, mais il y a un ETP à Lyon. Lyon accepte de faire le TP du patient de Rennes, mais Rennes assure un diagnostic éducatif de ce patient et l'envoie. C'est l'équipe de Rennes qui l'envoie. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait fonctionner un peu mieux. Voilà. Je pars à la retraite, mais j'ai réfléchi. Oh, dis donc, t'as un sursaut, là. Non, je voulais dire quelque chose.
Oui, alors moi je parlais de l'information aux patients et surtout le fait que vous ayez des désistements sur des inscriptions. Alors nous, on n'a pas d'atelier thérapeutique, d'éducation thérapeutique sur l'association, bien sûr, mais nous avons des groupes d'échange. Et c'est un gros souci. C'est-à-dire qu'on a, alors qu'on fait une grosse communication, 8 personnes qui s'inscrivent et on a 8 places. Et sur les 8, il y en a 4 qui arrivent. On connaît la même chose sur les journées fatigue. Est-ce que, justement, dans l'information, il n'y a pas quelque chose du fait que c'est peut-être... c'est facultatif, voilà. Et que c'est pas... Enfin, il y a déjà des désistements sur les consultations, on le sait bien, hein, mais c'est ce fait de ne pas se rendre compte que c'est vraiment un acte médical. Et je ne sais pas comment, il faut qu'on travaille ensemble sur cette communication-là, et nous aussi, sur nos sites internet et des choses comme ça, expliquer que l'éducation thérapeutique, c'est un acte médical. C'est comme une consultation. Et si on rate ça, eh bien on a raté une épreuve, en quelque sorte. Je crois que c'est important, et pas considérer ça comme même sur vos week-ends, vous avez des désistements au dernier moment. Nous, on connaît ça aussi. Hein, c'est bon, ouais. Et aussi, le patient ne se rend pas compte que tout ça, ça a un coût. Et que ce coût-là, cet argent-là, quand il est mis à la poubelle, il est mis à la poubelle. Il ne sert plus ailleurs. Oui, juste un commentaire. Je suis Julia Dissin, la psychologue de MAREP. Je pense qu'il y a aussi des facteurs d'ambivalence, etc., qu'on doit prendre en compte. Il n'y a pas que la non prise en compte de l'effort fourni par les équipes, etc. Mais c'est vrai que nous, on a connu de tout et c'est absolument imprévisible. On a des fois, on se retrouve avec 12 familles inscrites à devoir dédoubler l'atelier parce qu'on ne peut pas gérer 12 gamins, c'est ingérable. Et d'autres fois où on ne comprend pas pourquoi et on doit annuler. Et moi, je voulais juste rebondir à ce que vous veniez de dire. La prochaine fois, on va maintenir. Les enfants repartent de ces journées certainement très enrichis, avec de nouvelles connaissances, avec plein d'outils, mais ils ne viennent pas pour apprendre l'anatomie pathologique du cervelet. Ils viennent, le premier moteur dans ce qu'ils font comme retour, c'est la rencontre, c'est la sortie de l'isolement, c'est d'en rencontrer d'autres. Et en fait, de se retrouver à deux. On l'a fait, des fois on a maintenu, nous. Et en fait, ça a toujours été très problématique. Parce que le groupe ne fonctionne pas. Soit on fait de l'ETP individuel, mais si on fait de l'ETP du groupe, il faut un groupe. Et un groupe, c'est en fonction de l'âge. 4, 5, etc. Mais 6. Et en fait, depuis quelque temps, moi, j'insiste pour annuler lorsqu'on n'a pas un groupe, malgré la déception qu'on sait pour les patients qui sont inscrits, quitte à les reconvoquer et à faire un groupe, parce que c'est aussi vraiment l'un des moteurs principaux pour venir. Je suis d'accord, on a discuté et on s'est dit on met où le cut-off. Du coup, 2, c'est pas beaucoup, 4, c'est trop. On fait 3, c'est ultra difficile, mais on est d'accord, on a discuté de ça en disant bah oui, en fait, on voit bien pourquoi ça marche, parce que les gamins, ils s'amusent, en fait. Et ils vont pas s'amuser avec nous, ils vont s'amuser ensemble, en fait. Et donc mais c'est effectivement, c'est ça. Et pour enrichir la discussion, nous, là, sur les annulations, il y en a un, finalement, ils ont annulé. En fait, les parents étaient ultra motivés, mais finalement, en fait, le gamin ne voulait pas venir. Et en fait, du coup, on leur a posé la question, mais en fait, quand vous êtes inscrit, est-ce que vous lui en avez parlé quand même à votre gamin, est-ce qu'il a vraiment envie de venir? Parce qu'en fait, ça sert à rien de le faire venir si lui, en fait, il n'y voit pas d'intérêt. Et bah, du coup, en fait, non, c'était les parents qui pensaient que... Alors, on pense beaucoup pour nos enfants, hein. Je pense on essaye de tous faire au mieux possible pour nos enfants. Mais en fait, le gamin, il voyait absolument aucun intérêt de venir. Et donc à la fin, il a dit ouais, bah en fait, finalement, ouais, j'aimerais bien venir peut-être le matin, mais l'après-midi, j'ai pas envie de venir. Bon, globalement, voilà quoi. Donc il y a ça aussi, qui est compliqué, quoi. Bon, je parle trop. Hein. Une dernière question. Oui, Madame Vintras, moi je suis la fédération des associations de Spina Bifida sur Lyon. Je voulais juste poser une question parce que vous avez parlé des ateliers pour enfants. Qu'est-ce qu'il existe pour les adultes qui auraient loupé les ETP pour enfants? Est-ce que vous savez comment ça se passe sur Lyon notamment? Non, sur Lyon, il n'y a rien d'organisé pour l'instant. C'est toujours un énorme travail, hein, écrire ces protocoles. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un ETP organisé au Kremlin-Bicêtre. Il y en a un aussi sur maintenant Salpêtrière par l'équipe de Gérard Amarenko
sur, si je ne me trompe pas, sur les troubles, sur la sexualité. Gérard est là ? Il y a Maëlys qui est là, je crois. Ah oui, Maëlys est là. Mais autrement, sur les adultes, alors il y a eu des outils de créer, mais alors on confond souvent ETP et outils. Il y a eu des outils de créer avec Jean-Rodolphe Vigne et l'association Apaisée et Aline qui est là, pour des outils, des petits films qui sont remarquables d'ailleurs, qui sont utilisés dans certains centres, peu malheureusement, mais à chaque fois qu'on parle de TP, nous ce qu'on entend c'est on a eu des infirmières formées et elles ont été déménagées, donc elles n'ont pas pu appliquer ou elles n'ont pas le temps. Donc c'est un petit peu le sujet en fait aussi, hein. C'est le manque de temps pour les personnels médicaux ou paramédicaux. Mais donc pour l'instant, alors il y a peut-être par contre des programmes d'israfisme sur d'autres. Moi je les connais pas, les programmes d'israfisme sur Lyon, je sais pas. Non, à Lyon, à Marseille bien sûr, hein, Marseille, mais Lyon, je ne crois pas. Ouais. Nancy peut-être autrement non, pas adulte non plus, non. Alors ça existe peut-être dans certains services effectivement, puisque moi j'ai une fille qui devait faire il y a quelques années, à deux reprises ça a été annulé faute de participants je crois, mais du côté médical. Mais du coup c'est vrai, c'est peut-être un problème de communication effectivement et de diffusion de l'information. Je pense que toutes les équipes doivent être un peu mise à mal par le problème de communication, comment faire passer l'info et l'existence de ces séances. Mais la notion d'engagement, je pense que des deux côtés, effectivement, est importante, que les patients se rendent compte que, oui, c'est un engagement quand on s'inscrit ou quand on est inscrit. Et puis, de l'autre côté, le patient, effectivement, accepte assez mal que ça soit annulé sans explication et que après, comment on fait pour se reporter l'énergie ailleurs. Il y a la notion d'engagement des deux côtés qu'il faudrait pouvoir expliquer. Je vais reprendre le micro, pardon, hein, pour de couper les questions certainement que vous avez pour nos intervenants. Juste pour parler de communication, madame, par rapport à vos programmes, j'ai vu que la difficulté que vous aviez dans les 3 programmes, donc vous aviez des flyers, vous aviez les associations qui font relais, ce que tu as dit, Mado. Il existe aussi, et tu en as parlé ce matin, Célia, les dispositifs d'appui à la coordination dans vos départements. Vraiment, allez les rencontrer, ces personnes-là. Elles sont là aussi pour tous les professionnels et les patients sur ce qu'on appelle des parcours complexes. Et elles sont là, ces personnes sont là aussi pour présenter dans les parcours complexes les offres de soins et les offres éducatives. Il faut juste un petit peu les former, qu'elles sachent quoi répondre aux parents, en l'occurrence aux parents ou aux patients, et aussi à tous les professionnels de santé. Donc ils sont là pour dire à tout le monde, il existe tel programme dans tel lieu, tel cordeau et comment y rentrer. N'hésitez pas à vous ouvrir sur la ville. Donc Isabelle, vous disiez que vous aviez déjà les infirmières au domicile qui faisaient des déplacements et qui expliquaient, mais les DAC, les dispositifs à l'appui et à la coordination, sont très en relation avec les CPTS, les communautés professionnelles de santé, de CHA qui sont dans tous les départements, divisés en territoires, et vraiment n'hésitez pas à vous faire connaître. Allez-y à fond. Là, on est sur les relabellisations de plateformes. C'est peut-être une des missions, puisqu'on ne sait pas trop comment sont distribuées les missions des plateformes, qui sera peut-être intéressante aussi à discuter. En fait, nous, par exemple, nos patients de TP, on travaille sur notre file active. Donc, on est leurs propres médecins qui sont... ils viennent, ils considèrent presque comme médecins traitants, donc combien de temps ils nous voient. On leur explique à nos consultations, on leur donne des flyers et tout. Et le jour où on leur propose une date, il y a toujours une excuse pour dire « Ah, mais ça fait encore une venue à l'hôpital, je ne peux pas ». Même, on a essayé on a dit, normalement c'est facultatif, mais on va faire des groupes de consultations pluridisciplinaires, on va les partager en groupes en fonction de leur pathologie, de leur âge, qui soient un peu homogènes. Pour faire le jour de la consultation, ils viennent plus tôt, on leur fait un atelier, et après, pour les accrocher. Même avec ça, ils trouvent que c'est long la journée. Et on a essayé beaucoup de choses. Maintenant, on est parti pour dire, en dehors de l'hôpital, peut-être on va créer des groupes, ils vont jouer ensemble, et des ados, ils vont dire, ah, finalement, c'est sympa, et on essaye. Merci. Merci Myrna. Mado, on va te laisser la parole. Merci. Alors,
Effectivement, je dois avoir un diaporama. Alors, je veux d'abord remercier Tiffaine pour ces très belles images qu'elle nous a fait à partir de savoir quel était le point de vue des patients à partir d'une enquête que l'on a montée. Il faut que j'appuie quelque part. Ah oui, d'accord. Le vert. Non, celui-là. Celui-là, d'accord. Merci. Alors, quelle a été la méthodologie? Donc, il y avait dans ce travail à la fois Célia Crétol, Célia Cardozo, Tiffaine et moi-même. Nous avons réfléchi à comment monter et on a travaillé quelque temps sur et puis bien sûr Aline. Jamais déjà en retraite, alors qu'elle n'y est pas. Hein. Ça ne saurait tarder. Et comment, pour monter en fait cette enquête, pour avoir les items qu'on voulait recueillir et qu'est-ce qu'on voulait en faire. Alors la méthodologie, c'est celle d'une enquête qui demande, dont l'objectif est d'obtenir une base en fait d'analyse représentative de l'ensemble des pathologies de la filière et couvrant le champ d'expertise de la filière. La diffusion en relais large spectre avec les réseaux sociaux et les newsletters bien sûr, les relais par les associations de patients qui a été important. Après, on voulait une méthode d'analyse qui soit à la fois qualitative et quantitative. Et puis, cela a été quand même sur un laps de temps de 3 mois. Donc, cela nous, de façon à permettre quand même d'avoir un nombre significatif de répondeurs. La problématique centrale qui a été dégagée par l'enquête, c'est que l'éducation thérapeutique, c'est un levier pour améliorer la qualité de vie encore sous-exploitée, malgré une forte attente des patients. Donc, vous voyez, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure, les patients qui ne viennent pas, mais à la fois, ils ont une forte attente. Non, c'est pas là. Oh là là, c'est là. Voilà. Alors, qui a répondu? Alors d'abord, on a eu un excellent taux de participation puisqu'on était à 117 réponses, ce qui est important. Déjà, dès qu'on passe le 100 sur une enquête, c'est important. Mais avec un engagement disparate selon les pathologies. Alors, à la fois, il y a des pathologies qui sont plus représentées, comme la syringomyelie, la malformation de Chiari, la maladie de Tarlov. Donc effectivement, le spectre CMAVEM, en quelque sorte, a été très répondeur. Ils étaient plus de la moitié. Et puis ensuite, les répondeurs étaient... C'est proportionnel au nombre de patients, en fait, dans chaque centre de référence. La tranche d'âge, alors ça c'est assez, ça recouvre toujours, nous on fait beaucoup d'enquêtes, on est toujours dans ces tranches d'âge-là, plus on avance en âge, plus ça répond, et la tranche d'âge qui répond le plus, c'est celle qui est au-dessus de 50 ans, peut-être qu'elle est plus motivée à répondre. Après, les parents d'enfants, parfois, n'ont pas le temps non plus de répondre, mais malgré tout, les tranches d'âge, on voit que les ados, alors les ados répondent pas, ça répondent beaucoup moins, et puis au-delà de 30 ans, ça commence à monter, au-delà de 50, ça monte un peu plus. La distribution, elle est toujours disparate sur la France, donc on a les 20% Paris parce que c'est aussi lié à la population, mais excusez-moi, en tant que Bretonne, on est quand même bien moins nombreux, et on a quand même été nombreux à répondre. Donc, et alors Marseille n'a pas beaucoup répondu non plus. En revanche, le Rhône-Alpes, vous voyez, c'est très disparate aussi. Alors Nouvelle-Aquitaine, c'est énorme comme région, donc ils ont eu aussi une réponse intéressante. Hop. Ça, attends, j'ai dû me tromper là. Hop. Ah non, oh là là, je me trompe. Oh là là, c'est ça. C'est... Alors, les constats à l'issue de l'enquête. Connaissez-vous l'éducation thérapeutique? Il y a plus de la moitié qui ne sait pas ce que c'est que l'éducation thérapeutique du patient. Et malgré son potentiel, et depuis le temps qu'on en parle, l'éducation thérapeutique, enfin, dans nos pathologies, mais dans les autres, je crois qu'on est 2000, même avant, c'est relativement méconnu en fait. Il y a une compréhension des bases qui sont assez approximatives par le patient et un peu floues. Alors quand même, il y a des choses qui sortent dans le verbatim. C'est mieux gérer sa pathologie, accompagner son quotidien. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Alors reconnaître les signes, l'accompagnement, l'apprentissage, aider, l'autonomie sont des choses qui ressortent beaucoup. Mais on voit qu'il y a énormément d'items qui ressortent en fait. Partenariat, choses comme ça. Donc, quand même, les patients ont des constats, ont des besoins qu'ils expriment d'une certaine façon, mais ils ne connaissent pas vraiment quelle est la base fondamentale de l'éducation thérapeutique. Alors,
bon, quand même, il y a quand même une question fondamentale. Vous êtes en procès de suivre un programme. Donc, dans 86% des cas, non. Il n'y avait pas donc, il y avait un accès limité, en sachant que comment le programme a été proposé. Dans un tiers des cas, il était proposé, en gros, dans un tiers par le médecin ou le médecin référent, dans un tiers par les paramédicaux et dans un tiers entre les associations de patients et les bouche à oreille, les réseaux sociaux. On voit passer sur les réseaux sociaux régulièrement. On m'a proposé une séance d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Le réseau social est quand même un facteur incroyable de critique. Et donc, les différentes... on peut dire que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc là, on peut un peu jouer, voir comment on peut communiquer. C'est intéressant, en fait, d'avoir ces chiffres-là. Pour les constats clés issus de l'enquête, donc là, on voit que très peu de patients bénéficiaient d'un programme d'éducation thérapeutique, puisqu'il n'y en a que 13%, que les patients qui ont bénéficié de cette éducation thérapeutique sont plus nombreux dans les pathologies dites basses, c'est-à-dire quand il y a des gestes. Quand il y a des gestes et des soins à apprendre, ils sont moins nombreux dans les pathologies dites hautes, comme le Chiari, la syringomyélie, le Tarlov. Et 25% étaient sur ces... 3,8% étaient sur le CMAVEM, en sachant que 25% de ces CMAVEM étaient des dysgraphismes. Et pour MAREP, 31%, et pour MARVU, 40%. Donc on voit bien toujours que ça concerne plus, et c'est plus, c'est plus pratiqué lorsqu'il y a des gestes techniques à apprendre. Dans 85%, cela se faisait dans les centres, et puis 15% étaient hors centre, et il y avait quand même des lacunes aussi de couverture sur le territoire, ce qu'exprimait tout à l'heure Carole d'ailleurs. Bon, parce que ce qui est sûr, c'est que quand il y a une limite, une frontière soins ETP, c'est toujours ça qui est toujours à voir, parce que on confond l'ETP et les outils qui servent à l'ETP. Et là, ça ressort bien en fait dans ces chiffres-là. Alors, les constats clés issus de l'enquête, alors du point de vue des patients qui ont suivi de l'ETP, il y a une très bonne satisfaction globale. Ils ont trouvé l'apport utile, ont ressenti un changement bénéfique dans la manière de gérer la maladie, mais ils relèvent quand même un manque d'information, de suivi et d'adaptation. Parfois, c'est le one-shot, c'est je suis en programme, mais qu'est-ce qu'il en est du suivi ? Les manques de suggestions, il y a des manques et des suggestions, des attentes très liées fortes sur les contenus, en particulier sur la transition, ça apparaît. Alors là, on met transition. Est-ce que c'est la transition enfant-adulte ? On en est sûr, mais peut-être aussi ce qu'on évoque, nous, depuis un moment, la transition adulte-âge avancé, et ça commence à sortir comme un item assez important. Il y a des thématiques qui sont très plébiscitées, c'est les aides sociales et les demandes, parce que c'est un parcours du combattant. Après avoir eu le parcours d'avant, il y a le parcours des démarches sociales, et puis les traitements sur les médicaments, bien sûr, en sachant que dans certaines pathologies, il n'y en a pas beaucoup. Et les plus appréciés, par contre, dans les thématiques qui sont abordées lors de l'éducation thérapeutique, il y a l'aspect psychologique, les soins et l'indépendance, mieux comprendre la maladie, bien sûr, les explications des kinésithérapeutes, les aspects psychologiques qui sont importants. J'ai oublié de te citer dans les thématiques qui seraient demandées, il y a la sexualité de l'ado, la sexualité en général, et puis plus de séances collectives, effectivement, aussi qui sont soulignés. Les rôles clés des associations, alors l'avis des patients interrogés, c'est un véritable pont entre les équipes soignantes et les patients. Les associations ont un levier pour une ETP plus humaine et efficace. C'est un relais, c'est une aide précieuse, nous dit-on, c'est un relais au manque de soignants. Ça, on s'en aperçoit, nous, tous les jours au niveau des associations. C'est un lien entre les malades et les soignants aussi, que l'association. Et puis, on nous dit qu'on a un rôle majeur, donc on a l'impression qu'on sert un petit peu à quelque chose quand même avec toutes ces heures bénévoles que nous effectuons à l'année. Et puis, c'est un maillon indispensable, voilà ce que disent les patients. Et ça, c'est
c'est quelque chose qu'on essaye, nous, les associations, d'avoir dans notre rôle, effectivement, d'être ce maillon entre la vie et puis la maladie et comment dire, d'orienter. Après, quel est le pont qu'on doit construire? D'abord, construire des Alors là, on est très, nous, preneurs, enfin, apaisés, mais chez les autres associations aussi, de co-construire les contenus les plus pertinents possibles. On est en train de ce moment de monter un programme avec Necker, où effectivement, on fait une enquête de besoins aussi, avec des patients qui répondent sur l'enquête de besoins. Améliorer l'adhésion, ce que je vous disais tout à l'heure, améliorer l'adhésion, nous, on a un rôle là-dedans, que les patients adhèrent et comprennent la légitimité de ces programmes, de l'implication de ces programmes, générer une posture de soignant-patient, en fait, plus horizontale, partenariale, qui valorise les patients, et diversifier les savoirs mobilisés. L'implication des patients permet d'intégrer le savoir expérimentiel, complément au savoir biomédical, et qui enrichit les contenus appartenant aux perspectives non essentielles, en sachant que les associations, c'est un peu être le danger, c'est qu'on essaye d'avoir une expérimentation collectif. En tout cas, je sais que chez nous, chez APC, c'est comme ça, mais dans bien d'autres, c'est-à-dire qu'on échange, qu'on fait des enquêtes, que c'est pas moi, mon cas, c'est le cas, c'est comment ramener du collectif. Alors, je suis bavarde. Quelles sont les conditions de réussite et de points de vigilance? Une formation des patients partenaires à la pédagogie, au travail en équipe, aux enjeux de l'ETP. La filière Neurosphinx a financé des programmes d'ETP ou des patients étaient inclus. Nous-mêmes, nous finançons chez APZ, mais peut-être d'autres. Là, en ce moment, Sylvia part à la bataille pour être patient aussi formé aux 42 heures. On a aussi un patient formateur, nous, maintenant, qui suit le parcours partenaire formateur. Et puis, il faut un cadre clair, équilibré. Il faut bien savoir que le patient est là à son rôle, mais c'est pas lui. Voilà, il a son rôle dans l'élaboration des programmes, mais son rôle est rien que son rôle. Les formats idéaux selon les patients, ça c'est une question très importante parce que le premier souhait quand même c'est de suivre, de bénéficier de l'ETP dans le centre de suivi. Ce que disait Carole tout à l'heure, il n'y en a pas partout. Et partout, il n'y en a pas non plus les moyens de l'avoir. Donc c'est aussi, il va falloir faire avec ce qu'on a, quoi. On n'a pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça. Et il y a des modalités de mise en œuvre avec des sessions collectives à distance qui pourraient être intéressantes, avec les visios, les plateformes interactives, les forums. Ça se fait pour d'autres choses, donc pourquoi pas aussi, mais pas tout. Effectivement, il faut le diagnostic, enfin, il faut des formats hybrides publicité avec des applications support numérisés personnalisées, des rencontres en présentiel, une forte adhésion au concept de l'équipe mobile, c'est-à-dire que ce sera à l'équipe de se déplacer. Bon, ça, c'est après se déplacer où quand il y a un patient on demande est-ce que vous avez quelque chose dans le Tarn c'est un peu difficile, quoi. Et le mode d'ordre, bien sûr, c'est la souplesse et l'accompagnement. Ce qui est plébiscité, c'est le mélange des deux, à la fois le TP en distanciel et les équipes mobiles et le suivi dans le centre. Et bien sûr, il faudrait peut-être réfléchir à une alternance là-dessus. On va y réfléchir longtemps, à mon avis, mais on va y réfléchir. Voilà. L'ETP de demain, c'est un programme sur mesure et adapté à vos besoins. Alors, le niveau de satisfaction, il n'est que 2 étoiles. C'est dû aussi au fait qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas eu de proposition de programme d'ETP. Donc, effectivement, c'est proportionnel aussi. Et comment on peut améliorer l'existant, d'arriver donc aux 5 étals, c'est mieux faire connaître le TP, bien sûr, mieux adapter aux besoins, la réalité du terrain, le côté soignant et le côté patient, mieux l'intégrer dans les parcours de santé et impliquer les associations, patients partenaires dans la co-construction des programmes, tout ça pour devenir un acteur de sa santé, mieux comprendre sa maladie, améliorer sa qualité de vie et renforcer son autonomie. Je crois que j'en ai fini. C'est que j'ai fini. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup, Mado. Merci pour cette présentation et ces résultats de l'enquête fort intéressants. Peut-être une question dans le public pour Mado, pour les associations? Oui, une remarque.
pas une question, une précision. Tout à l'heure, j'ai répondu pour Nancy. Excusez-moi, effectivement, on est en train de monter le programme ETP Spina Bifida. C'est bien parti, là, en lien avec l'UTEP, donc notre unité. Et vous avez aussi un programme ETP de malformation de Chiari. Alors, c'est ensemble. C'est ensemble, ils se sont joints avec, entre donc, professionnels. Sylvia, qui est en formation, est là pour être le patient expert. Donc, effectivement, nous, on tient à ce que les patients... Nous avons plusieurs patients qui ont les 40 heures, les fameux 40 heures. Et il ne faut pas hésiter, si vous voulez monter un programme, à nous solliciter. Là, on travaille avec Necker en ce moment, et avec Inès aussi. On a aussi une déléguée pédiatrique. Mais je crois que dans toutes les associations, il y a ce genre de formation. À nous, associations aussi, de se former à ça. Bonjour. Moi, je suis pharmacien de formation, patient également d'une maladie rare, pas de la filière neurosphinx, d'une autre filière, et je suis donc le fondateur d'une société qui développe donc des compagnons digitaux personnalisés. On a repris donc avec la filière neurosphinx le compagnon Poupenpi qui avait été initié. On a retravaillé sur le compagnon. Là, on va lancer donc la prochaine version. Et donc du coup, simplement, s'il y a des personnes qui aujourd'hui, alors on fait bien la distinction entre l'ETP et les outils qu'on peut mettre à disposition. Mais si aujourd'hui il y a des personnes qui veulent échanger pour voir ce que j'ai comprendre plusieurs problématiques, même le fait de pouvoir aussi rassembler certaines informations, certaines brochures, certains éléments qui ont été développés à différents endroits, on va dire au niveau national. On a aujourd'hui donc cette solution qui a été développée et sur laquelle après on peut capitaliser pour les différentes pathologies, parce que notre objectif chez nous, c'est de pouvoir vraiment accompagner et personnaliser l'accompagnement en fonction de la pathologie. Donc voilà, donc si certaines personnes veulent aujourd'hui en discuter, on pourra échanger sur le sujet aussi également. Voilà. Merci. D'autres questions par rapport à la présentation qui a été faite des résultats de l'enquête ? Oui. Oui, Mado, juste pour précision, je n'ai pas très bien compris, les 2 étoiles positives sur 5, ça correspondait à l'avis de gens qui étaient passés par les programmes ETP et qui faisaient leur retour critique sur ce que l'ETP leur avait apporté ou sur la perception globale de ce qu'était un ETP. Non, justement, c'est pour ça que c'était faussé, parce qu'on avait 2 étoiles, mais c'était tous les patients. Donc, comme il y a 85% qui n'ont pas eu de proposition de programme d'ETP, fatalement, les 2 étoiles, ceux qui ont suivi de l'ETP, généralement, on était contents. La seule chose qu'ils le disaient, c'est qu'il n'y avait pas eu de suivi. Enfin, ils regrettaient qu'il n'y ait pas de suivi au-delà. Bien souvent, ce sont des patients qui reviennent, nous, au niveau associatif, pour des échanges, qui est autre chose que de l'ETP, mais qui est aussi nécessaire, malheureusement, pour continuer à bien vivre la pathologie. Mais non, les 2 étoiles correspondaient parce qu'il n'y avait pas justement assez de propositions de programmes de TP. Merci Mado. Donc peut-être une question, pardon, une question pour les associations, mais aussi pour les 3 centres. Pardon, je vais me mettre en face, ça sera quand même plus. Comment vous imaginez donc les 3 centres qui proposent l'éducation thérapeutique et les associations qui accompagnent les patients? Comment vous pouvez imaginer un continuum éducatif avec ces patients que vous ne voyez plus forcément après? Est-ce que vous avez des relais possibles, des idées possibles, les associations? Alors, nous, on a un relais parce que nous avons des en visio, des cafés visio en fait, mais c'est pas de l'éducation thérapeutique. Là, c'est plutôt de l'échange avec ce que ça aussi mobilise comme travail pour nous et comme désistement ou même pas de désistement du tout, plus personne devant l'écran à l'heure dit. Mais effectivement, on envisage, on fait ce genre de choses. Après, on a des colloques, on a des rencontres en présentiel. Les patients parfois ont suivi un programme d'éducation thérapeutique. Ils sont peu nombreux. On reconnaît dans l'Assemblée ceux qui ont suivi un programme d'éducation thérapeutique parce qu'ils ont un apport à faire, ça c'est certain. Mais
c'est vrai que c'est plutôt là des échanges, en sachant que des patients opérés qui vont très bien au bout de 6 mois peuvent aller bien plus mal au bout de 2 ans, enfin au niveau des symptômes en tout cas. Donc c'est toujours démystifier tout ça. Mais là, c'est vraiment de l'échange, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des groupes de parole, nous n'avons pas de psychologue. C'est un peu la différence, hein. C'est vraiment de l'échange de patients, mais on s'est aperçu que les patients voulaient échanger entre eux sans avoir de savoir médical ou paramédical autre que de l'échange entre eux pour pouvoir dire. Pour simplement pouvoir dire. Et déjà, pouvoir dire, on voit, nous, après les rencontres en présentiel ou en colloque, où les gens disent j'ai pu dire, parce que beaucoup de patients ne le disent pas. Et c'est ça un peu qui les étouffe, en fait. Pouvoir échanger et participer et s'échanger sur soi et sur ce que l'on ressent. Peut-être voir qu'ils ne sont pas seuls. Oui, voir qu'ils ne sont pas seuls. Isabelle, je pensais donc au propos, à la présentation que vous avez faite tout à l'heure du programme, et j'avais une question pour vous, c'était par rapport à cette difficulté administrative. Vous avez souligné, vous étiez deux, peut-être trois même, à préciser qu'il y avait un petit peu des difficultés administratives, des lourdeurs administratives. Sachez que le nouveau manuel de certification des établissements, dont vous en faites partie, 2025, qui vient de sortir, il y a au moins 7 indicateurs. Alors, ce ne sont pas des critères impérieux et impératifs, certes, mais il y a au moins 7 critères qui parlent d'éducation thérapeutique, donc sur lesquels vous pourriez vous appuyer auprès de vos directions en disant attention, il va peut-être falloir nous dédier un petit 10% de temps de secrétariat ou administratif pour nous suivre sur les auto-évaluations ou les évaluations quadriennales. Il y avait un problème de cotation, de suivi du... C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est la traçabilité, la cotation de toutes les séances. Ouais. Parce que quand on est en train de faire la séance, on est en train de faire la séance. Et après, on retourne. Mais il pourrait y avoir du temps dédié de secrétariat en expliquant bien que vous allez pouvoir répondre à ces 7 critères, pas impérieux certes, mais qui sont dans le nouveau manuel. Oui, tout à fait. Moi, si je peux juste revenir sur le IETP, moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'angoisse un peu parce que j'ai peur que ça vide de sens les séances présentielles. Alors, j'aurais plus vu quelque chose peut-être de chronologique, c'est-à-dire d'abord pouvoir commencer avec nos patients parce que... C'est pour ça qu'elle a double demande. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que l'IETP, c'est peut-être plus difficile sur l'enfant. Oui, c'est sûr. C'est pas le même programme, c'est pas le même public. Moi, ce qui me plaît dans l'ETP, c'est justement cette synergie, cette dynamique qui se crée, parce qu'on essaie vraiment, en fait, le plus gros travail, presque, c'est en amont de faire les groupes pour les faire ajuster, pour qu'il y ait vraiment du lien entre eux. Et c'est ce que je trouve magnifique lors des séances. Et je pense que ça, il ne faut surtout pas qu'on le perde, parce que c'est ça qui fait qu'ils avancent dans leur maladie, qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils osent parler. Et je pensais à mon collègue, moi j'ai un bonhomme, un ado. Alors, il ne voyait pas du tout l'intérêt de se casser le tronc à venir encore une fois à l'hôpital pour faire un truc avec d'autres gosses qu'il ne connaît pas, le bel ado. Et en fait, c'est la première fois qu'il m'a parlé de cette pathologie, qu'on a pu avancer et qui s'est un peu... détaché aussi de ses parents. Vraiment, ça a été une révolution pour lui. Donc, moi, je pense que ces séances présentielles, par les gens qui connaissent les patients, moi, elles me semblent indispensables. Peut-être ensuite pour aller vers des plateformes qui permettent peu à peu, qui volent leur propre aile, parce qu'ils ont compris ce que c'était que le TP, ils ont compris l'intérêt, donc ils vont peut-être pouvoir aller volontairement, par une démarche proactive sur ces plateformes. Mais le mélange des genres me fait un peu peur. Alors, ça rend accessible, ça peut rendre accessible certains ateliers. Après, on peut imaginer des doubles hybrides, c'est-à-dire que vous êtes avec vos patients en présentiel, une autre équipe avec un professionnel est avec ses patients en présentiel, et en fait, vous vous connectez sur la compétence des deux. Donc, en fait, tout le monde est en présentiel, mais vous êtes en distanciel les uns des autres. Ce qui permet de gagner du temps et de gagner de dire comme ça, mais de gagner du professionnel que l'on n'a pas dans un centre, mais que l'autre centre a. Mais par contre, on est d'accord que vous êtes en présentiel avec les vôtres. Et ça peut vous aider, d'où l'intérêt de l'équipe mobile aussi, qui pourrait faire ce travail-là, d'être en présence avec des petits patients vers un autre centre. Aline. Non, dans l'esprit de cette équipe mobile, on pourrait imaginer que certains professionnels, donc vraiment spécifiques, par exemple, on manque dans les centres, on manque souvent d'assistantes sociales. Donc on pourrait très bien avoir un listing de 2, 3, 4 assistantes sociales formées à nos pathologies
au niveau national qui acceptent d'intervenir une fois par an en distanciel pour des patients qui sont en présentiel avec des personnels de votre équipe. Vous voyez, c'est plus... moi, l'idée que j'ai de l'équipe mobile, c'est avoir des personnes identifiées qui acceptent 1 à 2 fois par an à intervenir en distanciel avec une équipe qui est avec ses patients en présentiel. Pour des thématiques pour lesquelles on a des difficultés à avoir des professionnels. Donc ça, l'assistance sociale, on sait que c'est compliqué. Les diététiciennes, il n'y en a pas beaucoup. Les psychologues, c'est compliqué aussi pour en avoir. Donc voilà, c'est peut-être réfléchir sur ces interventions de ce style-là. Ça semble intéressant, ouais. En fait, c'est du distanciel, mais présentiel. En fait, c'est ça. Voilà, oui. Ça ne retire rien au travail de l'équipe. Je crois qu'on nous a offert 1 minute supplémentaire, Mado. Ah oui. Oui. Merci. Alors, il y a aussi un fait à souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est encore obligé de... Je crois, encore, c'est un travail d'ailleurs du PNMR 4, on est obligé de déclarer par ARS. Donc, même si vous passez votre programme à quelqu'un d'autre, il est obligé de le déclarer dans son ARS. Et ça, il faudrait effectivement que ce soit national, parce que ça enlèverait du travail administratif, ça enlèverait des administratifs qui pourraient faire autre chose aussi pendant ce temps-là, parce que quand vous déposez quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui le reçoit. Et ça, c'est des idées un peu, parce que je crois qu'on cherche des idées, faire des économies. Il y a de quoi encore, il y a de quoi. Le nouveau plan national maladie rare pourrait justement écouter les revendications et les attentes que vous avez les uns les autres. Oui, on les avait manifestées, effectivement. Écoutez, il est moins 11, moins 10 secondes. Écoutez, alors le mot de la fin qui va être très rapide. Je vous remercie vraiment tous les 4 d'être venus intervenir et présenter vos programmes qui sont super intéressants et qui sont, rares aussi. Donc j'espère que vous trouverez, grâce à la filière et à vos ententes, que vous trouverez des solutions aux difficultés les uns les autres, toujours accompagnés, bien sûr, des patients et des associations de patients qui sont vraiment au fait et qui vont vous aider, en tout cas, dans les temps futurs. En tout cas, merci beaucoup à vous et merci à tous. En 2008, on s'est rencontrés avec Aline quand elle est venue rejoindre l'équipe MAREP. Elle m'a parlé d'éducation thérapeutique, je ne comprenais rien. Je lui disais, mais oui, mais j'en fais. Elle a révolutionné notre façon de faire, je crois qu'on peut le dire après cette table ronde. Elle a amené une réflexion en diététique inédite. Elle s'en va mardi. Elle fait son pot de départ. Je suis extrêmement émue. Et on voulait te remercier pour tout ce que tu as fait pour la filière et pour MAREP. On ira la voir. Voilà, la filière, MAREP, ça a été un gros investissement pour moi et que j'avoue avoir une petite larme à quitter tout ça. Je me dis que j'ai fait des choses, que j'ai essayé de vous faire réfléchir à des choses. Je vois que ça avance progressivement. Maintenant, je vais passer le flambeau et j'avoue que là, je vous laisse faire. Par contre, si vous passez en Charente-Maritime, vous êtes accueillis à bras ouverts. Voilà. Merci.